Bonsoir. Polémique troublante à 11 jours des Jeux Olympiques sur l'identité réelle des skieuses. Devra-t-on ou non procéder à un dépistage pour savoir s'il y a parmi ces skieuses des skieurs? Oui, dit le Comité international olympique, échaudé par quelques usurpations récentes. Non, répondent le Conseil de l'ordre des médecins et le Comité national d'éthique, effrayé par les effets pervers d'une telle curiosité et par les atteintes aux droits de l'homme ou de la femme. Jean-Pierre Quinson sur place. Comme on s'y attendait, le comité d'éthique vient de rendre un avis défavorable quant à la pratique des tests génétiques de féminité aux prochains Jeux Olympiques d'Albertville. Le professeur Jean Bernard, président de ce comité d'éthique, a détaillé cet avis en faisant remarquer que les tests génétiques doivent être réservés exclusivement à la pratique médicale, ce qui n'est pas le cas des JO, qui sont avant tout une compétition sportive. En outre, ces tests génétiques doivent recueillir le consentement des intéressés, ce qui n'est pas non plus le cas ici. Le secret et le consentement. Consentement libre et éclairé. Alors, éclairé, là oui, on peut les informer, mais libre. Un concurrent aux Jeux Olympiques n'est pas libre, puisque c'est que s'il donne son accord ici, il sera écarté. Et puis il y a le problème de la confidentialité. Mais naturellement. Qui, à votre avis, ne sera pas respecté. Je ne crois pas que ce sera respecté, que tout le monde saura que mademoiselle Intel et monsieur Intel. Maintenant, la balle est donc dans le camp du CIO. Tiendra-t-il compte de cet avis du comité d'éthique? Selon nos informations, c'est peu probable. Le plus embarrassé dans l'affaire risque d'être le gouvernement français, qui n'a pas les moyens de s'opposer aux instructions du CIO et qui pourtant devrait voir d'un mauvais œil que les recommandations de son comité national d'éthique soient ainsi battues en brèche. L'éthique vole également au secours de nos amis les bêtes. Hubert Curien, le ministre de la Recherche, propose une série de mesures destinées à protéger davantage les animaux de labo. Le but principal, c'est de stopper net le trafic d'animaux volés en imposant des règles bien précises, des règles proposées par l'INSERM et l'Académie des sciences, qui prouvent bien que la communauté scientifique s'intéresse de près à ce problème. Aurore Molinero, Yves de Wulf. L'homme vit 2 fois plus longtemps qu'il y a un siècle grâce aux connaissances dues à l'observation et à l'expérimentation animale. Ce succès même, acquis au détriment des cobayes, a suscité dans le public des réactions hostiles, aveugles souvent, parfois raisonnées. Chacun est attaché au progrès de la médecine, c'est tout à fait clair. La médecine ne progresse que quand la science progresse, et la science progresse lorsqu'on peut expérimenter. Et malheureusement, il faut bien expérimenter sur des êtres vivants, d'où l'expérimentation animale. On peut être de plus en plus économe dans la consommation d'animaux, en remplaçant un bon nombre d'expériences sur des animaux par des expériences dans des tubes à essai. Mais le tube à essai, ça ne remplace pas tout. On ne peut, sur de seules cultures cellulaires, reproduire toute la complexité d'un organisme humain réagissant à une possible substance salvatrice. Ici, une femme qu'on essaye de sauver d'un cancer du sein, grâce à des études sur des souris élevées en laboratoire auxquelles on injecte un bout de la tumeur, on va pouvoir étudier le mécanisme de la maladie et peut-être un jour l'enrayer. Et puis ce qu'il faut évidemment éviter, ce sont des cas scandaleux où on irait voler des animaux de compagnie, par exemple, pour les vendre à un laboratoire. Non. Ça, c'est interdit et de plus en plus, nous serons extrêmement sévères sur les manquements à cette interdiction. D'ici fin 93, tous les animaux proviendront exclusivement d'élevages spécialisés. Les mesures portent sur la transparence, qui sera la règle pour un dialogue avec le public dans les laboratoires, un contrôle accru de la Commission nationale avec une réflexion éthique et l'encouragement des méthodes alternatives. En fin de compte, c'est l'animal lui-même qui profitera des thérapeutiques. Une ouverture sur le monde vétérinaire est d'ores et déjà programmée. Bull, la française, et IBM, l'américaine, se marient avec la bénédiction d'Édith Cresson, qui préfère l'Amérique au Japon et qui a incité les deux firmes à s'unir pour survivre à la crise mondiale de l'électronique et à le faire sous le régime de la communauté. Et c'est bien sûr pour faire face à la concurrence japonaise qu'Américains et Français ont engagé ces grandes manœuvres, mais le gouvernement l'affirme clairement, l'informatique française ne perdra pas son indépendance. L'accord IBM-Bull est une coopération, pas une prise de contrôle des Américains. Martine Thiebaud. Le gouvernement a tranché, IBM va devenir l'allié nécessaire pour épauler Bull. Ainsi, l'informaticien français va pouvoir commercialiser le système RISC. Ultra performant, ce système est stratégique pour Bull, mais cher, trop cher à mettre au point. Mais l'accord est plus global et prend également en compte SGS Thomson. IBM passe un accord avec Bull, accord qui concerne une coopération technologique sur des garanties d'achat réciproques et sur une participation financière dans le capital de Bull.
mais il en passe également un avec SGS Thomson. Ce deuxième accord, aussi stratégique que le premier, porte sur la décision d'IBM de développer certaines recherches. Accords technologiques où recherche et force de vente vont être mises en commun. Accords financiers aussi, puisqu'IBM va entrer dans le capital de Bull. Il s'agit pour IBM de marquer son intérêt pour l'avenir de Bull et de clairement s'engager à nos côtés. Cet investissement restera modeste, supérieur à 5%, sans doute inférieur à 10%, mais il est significatif. Il ne s'accompagne bien évidemment d'aucune autre espèce de droit particulier. Bull demeure une compagnie indépendante. De moindre envergure, des accords de coopération technique sont également passés avec Hewlett-Packard, Apple et France Télécom. Ainsi pour le gouvernement et pour Edith Cresson. Redéploiement industriel rime désormais avec informatique, un secteur qui ne doit pas baisser les bras face à la concurrence japonaise. Bulletin de victoire pour le gouvernement, la sécurité sociale qui souffre d'une maladie chronique, le déficit, est en voie de rétablissement, c'est-à-dire d'équilibre. Bulletin publié par Jean-Louis Bianco, mais avec prudence et humilité. Le ministre des Affaires sociales veut se garder d'un excès d'optimisme. L'opposition sur ce point l'approuve volontiers. Et pas seulement l'opposition, la CFDT s'étonne des convergences de calendrier entre ces bons chiffres et l'approche des élections. Un autre syndicat, la CGT, dénonce les menaces qui planent sur les retraites, car si les comptes de la Sécu sont presque équilibrés, la caisse retraite demeure, elle, franchement dans le rouge. Claude Guénaud. 9 milliards de déficit en 90, 15 milliards en 91. Pour 1992, le régime des salariés de la sécurité sociale devrait cette fois approcher de l'équilibre avec un déficit réduit à 2 milliards. Il faut rappeler que cela a été acquis par des mesures anti-solidarité, une augmentation des cotisations des seuls salariés de 0,9% et une diminution importante du pouvoir d'achat des retraités. Pour beaucoup, en effet, le retour à l'équilibre des comptes n'est pas une prouesse. Le redressement spectaculaire de la branche maladie, qui passe d'un déficit de près de 2 milliards à un excédent de 7 milliards, est surtout dû à l'augmentation de 0,9% des cotisations en juillet dernier sur les feuilles de paye. Des économies ont aussi été réalisées à la suite d'accords avec certaines professions médicales, mais il reste encore à convaincre les médecins. Ce résultat est un bon résultat, mais il ne doit pas faire illusion. Il reste du travail à faire, il reste des efforts de maîtrise à faire si nous voulons le consolider. Côté retraite, en revanche, rien ne s'arrange. Comme l'année dernière, le déficit entre les cotisations et les pensions avoisine toujours les 20 milliards. Il n'y aura pas de miracle en matière de sécurité sociale. Il faudra un effort de tous pendant plusieurs années. Cet effort consiste notamment en un allongement du nombre d'années de cotisation pour avoir droit à la retraite et à l'abandon du calcul sur les 10 meilleures années. Le gouvernement devrait agir d'ici le mois d'avril. Madrid, Washington, Moscou, les négociations de paix au Proche-Orient ont repris aujourd'hui dans la capitale russe, mais difficilement. James Baker et le coparrain russe sont déçus. Les Palestiniens ont boycotté la première réunion. Ils n'ont pas quitté Moscou pour autant et ils espèrent rejoindre la conférence dès demain. Leur participation est en fait liée à la constitution de leur délégation et les Américains ont proposé aujourd'hui un compromis à ce propos. Francine Raymond. Ne laissez pas passer l'occasion rare qui vous est offerte de coopérer ensemble à l'avenir. C'est en ces termes que James Baker a ouvert ce matin les négociations multilatérales de Moscou. 5 dossiers devront être traités: le contrôle des armements dans la région, l'environnement, le développement de l'économie, l'eau et bien sûr la difficile question des réfugiés, mais elle n'est pas au programme des pourparlers de Moscou. À 2 pas du Kremlin, dans la salle de conférence de la Maison des syndicats, a ainsi débuté la 3e étape du processus de paix enclenché à Madrid. Mais ce matin, ni le secrétaire d'État américain ni son homologue soviétique n'ont fait allusion à l'absence remarquée des Palestiniens. Après 3 jours d'intenses tractations, les Palestiniens présents à Moscou ont en effet refusé de participer aux travaux, faute d'avoir reçu l'aval des 2 coparrains, États-Unis et Russie, sur la composition de leur délégation. Elle devait être constituée de représentants de Jérusalem-Est et de la diaspora palestinienne. Un espoir de compromis ce soir, James Baker propose aux Palestiniens d'inclure des délégués de la diaspora dans des groupes de travail, et ce, en temps opportun. Proposition qui rencontre l'hostilité d'Israël. L'État hébreu souhaite s'en tenir aux règles de jeu définies à Madrid. L'enjeu de cette négociation tient en un mot essentiel, bien sûr, paix.
Mais il y en a d'autres moins visibles mais cruciaux, comme l'eau par exemple. En fait, c'est plus sur des dossiers concrets que les discussions doivent s'orienter à Moscou. Des dossiers qui feront toujours obstacle à la paix s'ils ne sont pas réglés. On pense bien sûr au contrôle des armements, mais il y a aussi la coopération économique, les réfugiés et justement le partage des eaux. Joël Hazard. Les États du Proche-Orient sont interdépendants par leurs ressources hydrauliques. Il suffit de regarder cette zone d'irrigation pour s'en convaincre. L'eau, l'objet de tous les conflits à travers les siècles. Depuis la guerre de 67, Israël contrôle les ressources du Golan et les affluents du Jourdain. 65% de ses besoins en eau. Sans ces ressources extérieures, Israël ne pourrait survivre. Mais sans ces rivières, ses voisins arabes ne peuvent se développer. Planifier une distribution de l'eau entre États de la région, une question vitale d'intérêt commun. Pas de paix possible entre Israël et ses voisins arabes sans règlement de la question des réfugiés palestiniens. Un dossier explosif. 2,5 millions de Palestiniens entassés dans les camps des pays arabes. 1 million en Jordanie depuis la guerre du Golfe. L'OLP revendique un droit au retour. La solution envisagée par Washington passe par une intégration sur place pour le plus grand nombre de Palestiniens, assortie d'aides financières. Un nouvel ordre régional basé sur la coopération économique. L'ouverture des frontières aux échanges commerciaux, c'est le principal enjeu des multilatérales avec à terme le rêve d'un marché commun. Dans une région qui ne manque ni de savoir-faire ni de richesse, seul le développement peut venir à bout des intégrismes. Encore faudrait-il que la manne pétrolière vienne financer de tels objectifs. La sécurité régionale et le contrôle des armements, le dossier le plus brûlant. La guerre du Golfe a multiplié les dépenses militaires dans la région, près de 50 milliards de dollars en 91. Des négociations sur le désarmement type Est-Ouest constituent aujourd'hui un mirage. Et la majorité des pays arabes souhaitent voir se renforcer le parapluie américain. La France suit bien sûr avec attention cette négociation, même si elle ne la parraine pas. François Mitterrand espère qu'elle aboutira à une coexistence pacifique entre Israéliens et Arabes. Le chef de l'État a émis cet espoir dans le sultanat d'Oman, où il est arrivé aujourd'hui. Une occasion pour lui de faire le point sur la sécurité dans le Golfe, un an après la guerre contre l'Irak. C'est aussi pour intensifier les rapports économiques entre les deux pays que le président de la République effectue ce voyage de 3 jours, le premier d'un chef d'État français dans le sultanat. Une coopération encore peu développée, pourtant la France est très bien perçue dans cette partie du Golfe. Reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Marc Dou. Du jamais vu ici. Même l'impassible sultan Qaboos semblait pressé et les dignitaires ne contenaient plus leur curiosité. Oman fut bien le premier pays arabe à nouer des relations diplomatiques avec la France de Louis XVI, mais jamais un chef d'État français n'était venu ici. En 1989, le sultan s'est rendu à Paris et depuis la guerre du Golfe, les deux pays ont considéré que leur diplomatie étant proche, ils pouvaient être utiles ensemble, notamment pour la sécurité du Golfe et pour la paix au Proche-Orient. Le sultan d'Oman veut ouvrir son pays et François Mitterrand donnera ici un coup de pouce politique pour les bonnes relations. Pour le reste, il appartiendra aux investisseurs français de faire un effort. D'ailleurs, les autorités d'Oman s'étonnent que les groupes agroalimentaires français, par exemple, ne soient pas plus résolus à venir s'installer ici, car les possibilités pour eux sont très grandes. En attendant, Oman reste une chasse gardée britannique, sur le plan commercial et militaire surtout. 8000 Britanniques vivent ici contre 325 Français. Mais le sultanat veut diversifier ses liens. La France bénéficie d'une bonne image dans ce pays tolérant et stable. Un pays sage qui gère les bénéfices de son pétrole avec prudence. Les réserves seraient épuisées dans 25 ans. Dans ce palais du sultan Qaboos, François Mitterrand s'est promis de vanter les entreprises françaises. Un télégramme à l'instant de Moscou, une quarantaine de civils ont été tués. Ils se trouvaient dans un hélicoptère civil dans l'Azerbaïdjan, hélicoptère abattu par une roquette. L'Azerbaïdjan accuse les Arméniens de l'avoir fait. En France, une semaine après la catastrophe de l'Airbus A320, le juge Germain estime que tous les indices importants ont été récupérés et que dans ces conditions, l'enquête pourra se faire dans les règles. Sur le site de l'accident, les recherches, vous allez le voir, continuent. Reportage de la 3 à Strasbourg, Bérénice Dufessy, Denis Decker. Sous la conduite de François Guichard, juge d'instruction chargé de l'enquête, ont démarré ce matin les premières opérations de déblaiement du site où s'est écrasé le 20 janvier l'Airbus Lyon-Strasbourg. Alors que les débris sans importance sont entassés dans des cargos du génie pour être brûlés à l'usine d'incinération de Strasbourg, toutes les pièces à conviction sont mises sous scellé et transportées à la brigade de gendarmerie de Strasbourg. Exception les 2 réacteurs qui seront directement acheminés à la SNECMA de Melun afin de procéder à l'expertise en liaison avec le constructeur.
Une opération on ne peut plus minutieuse où rien n'est laissé au hasard, le moindre détail compte. Alors qu'à l'Institut de médecine légale de Strasbourg, les médecins poursuivent l'identification des corps, à ce jour 52 ont été identifiés, 2 corps supplémentaires ont été retrouvés dans les débris de l'appareil et les enquêteurs s'attendent à en découvrir d'autres. Une opération capitale pour la poursuite de l'enquête, même si la justice ne peut encore se prononcer sur les causes de l'accident. La justice ne donnera aucune explication sur les causes de l'accident tant que le rapport des experts judiciaires n'est pas déposé. Donc pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un site passé au peigne fin, les travaux de déblaiement et de fouilles systématiques dureront une semaine. Nos enfants ont dû se poser aujourd'hui des questions à l'école. Ils n'ont pas vu à la récré et à la perme leurs pions habituels. Ces derniers ont séché pour une raison précise, pas contents. Pas contents de leurs conditions de travail et surtout des sous-effectifs. La grève a été suivie partout en France, mais elle était beaucoup plus sensible dans les collèges et lycées de banlieue, comme à Pierrefitte-sur-Seine. Reportage de Nathalie Darrigrand et Hervé Gutmann. Isabelle, ça fait combien de temps que vous êtes surveillante ici? Ça fait ma 4e année au collège Gustave Courbet. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça pourrait être mieux si on était plus nombreux, si on était plus de pions et si on avait des meilleures conditions de travail. Isabelle a 25 ans. Son pionica lui permet de payer ses études. Comme beaucoup de ses collègues, elle parle des difficultés d'encadrement dans son collège. Un collège de banlieue parisienne, plus de 900 élèves et seulement 4 surveillants pour tout l'établissement. Il y a de nombreuses difficultés vu les problèmes qu'il y a ici dans l'établissement. Quels problèmes? Des problèmes de discipline, des fois avec les profs et aussi avec les surveillants. Moment essentiel de la journée, la cantine. Là, les surveillants sont aidés par des maîtres de demi-pension. Les élèves, ici comme ailleurs, ce sont les premiers à réclamer plus de pions. Bon, c'est vrai que quand on est dans le collège, ça va. Mais une fois qu'on est dehors, nous, surtout, on assiste à ce qui se passe dehors. Et c'est pas souvent marrant pour la personne qui se fait... Il faut comme leur expliquer qu'on ne peut pas mettre un standard derrière chaque élève. Du point de vue de l'autonomie des élèves, c'est pas ce qui est recherché. Mais c'est une demande légitime, je pense, parce que à l'extérieur, ils se font agresser, ils ont une insécurité qu'ils reportent un peu sur le collège, qu'ils transportent avec eux. Donc. Autre inquiétude, l'éventuelle nomination des surveillants par les chefs d'établissement. La voie ouverte au copinage, affirme Isabelle. Actuellement, les rectorats gèrent l'attribution des postes accordés en priorité aux étudiants démunis. J'ai fini mes études et cette année, je prépare le CAPES de doc pour bosser dans un centre de documentation en collège ou en lycée. Enfin, ou en LEP même aussi. Vous n'êtes pas si mal alors dans le milieu scolaire? Non, je m'y sens pas si mal, mais ça pourrait être tellement mieux. La nuit de tous les suspens au rallye de Monte-Carlo, le vainqueur sera connu demain matin à l'aube. Il sera espagnol, Carlos Sainz, ou français, Didier Auriol. En fait, les deux champions ne sont séparés au classement général que par 3 petites secondes. Inutile de dire que les 8 spéciales de cette nuit seront très disputées. Didier Auriol entend bien prendre sa revanche. Il avait été battu par Carlos Sainz l'année dernière. De Nice, Yannick Aroussi. Dernier bavardage, dernière plaisanterie avant le départ pour la plus longue étape du rallye, entièrement courue de nuit. Et avant cette étape, alors que 18 spéciales ont été disputées en 3 jours, tout reste à faire pour 2 pilotes, Carlos Sainz et Didier Auriol. L'Espagnol, leader sur Toyota, ne possède que 3 petites secondes d'avance sur la Lancia du Français. Je crois que ça va faire une belle nuit, une belle dernière nuit du Monte-Carlo. Je pense que rien n'est joué et... Bon, pour moi, il va falloir que j'attaque, c'est sûr. Une attaque qui impressionne beaucoup Carlos Sainz, qui ne se berce guère d'illusions quant au potentiel de sa Toyota par rapport à la Lancia. Si tu regardes l'étape de tout le rallye, pour nous, c'est impossible d'aller plus vite. Juha Kankkunen sur la deuxième Lancia est le seul à pouvoir se mêler à la lutte, mais il possède tout de même 1 minute 40 de retard sur Sainz et il roulera sans consigne particulière de la part de son écurie. Ils ont dit que je devais aller le plus vite possible. Le départ du premier passage dans le col de Turini a été donné à 18h48. Les pilotes partiront ensuite vers le col de la Couillole, celui de Saint-Raphaël, puis Utel, avant de parcourir ces 4 spéciales une deuxième fois au cours de la nuit. Verdict du 60e rallye Monte-Carlo demain matin.
L'équipe de France de hockey sur glace en grande forme à 11 jours des Jeux Olympiques. Elle s'est inclinée mais de justesse face aux super favoris, les Américains. Les deux équipes ont marqué, donc encaissé peu de buts, mais échangé, donc encaissé de nombreux coups. Reportage de Pierre Didier et Jean-Noël Lauque. Plus de 3000 spectateurs, la patinoire de l'Île-la-Croix archi-comble pour découvrir la très attendue équipe américaine. Une équipe qui logiquement aurait dû donner une leçon de hockey à l'équipe de France. Mais dans un premier tiers-temps de très haut niveau, les Français ouvrent la marque par le Rouennais Woodburn. Stupeur dans les rangs américains qui vont sérieusement resserrer les boulons en seconde période. Une erreur de Christophe Ville qui va rendre le palais aux USA et Donatelli, le capitaine américain, égalise. Toujours en deuxième période, un lancer d'une violence exceptionnelle va arracher la crosse des mains de Dian, le gardien français. Opportuniste, David Emma donne la victoire à l'équipe olympique américaine. Une victoire que les Français vont contester jusqu'au bout d'une rencontre émaillée de quelques bagarres mémorables. Ici, Woodburn s'explique avec Young, mais jamais au cours de cette rencontre, les Français ne se sont laissés impressionner par des Américains qui visent un podium aux Jeux Olympiques. Voilà, on se calme. Nougaro à l'Olympia, c'est devenu un rite qui ne nous lassera jamais. Le chanteur de Toulouse revient dans sa salle fétiche, seul ou presque seul. Il retrouve pour l'occasion son vieux complice. Maurice Vander, son pianiste et compagnon des années jazz. Avec lui, Nougaro va renouer avec ses classiques. Un spectacle micro-piano-projo, comme le dit Nougaro. 30 ans après ses débuts dans la salle parisienne, la première, c'est ce soir. Michel Vial, Marie-Hélène Roqueton. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis volant, je me tapis sous vos pieds. J'ai pris une tignasse, une chevelure de mes vieilles chansons, et ma foi, les cheveux vibraient encore, et puis je les ai amenés devant cet hôtel, n'est-ce pas, devant le Steinway de Maurice, avec la plupart de ces chansons qui datent de 30 ans parfois, et c'est un piano de jouvence. Pour son retour à la scène de ses débuts, Claude Nougaro a choisi la formule micro-piano-projo, l'expression est de lui. Autrement dit, le poète en ébullition est son phrasé de cinéma, le chanteur est son pianiste. Le pianiste, c'est Maurice Vander. Avec lui, il a composé quelques-uns de ses classiques. Ensemble, ils ont depuis 30 ans réconcilié les mots avec le rythme, et certaines de leurs chansons inventent la trame sonore de nos bonheurs quotidiens. Toute ma mémoire me revint le hold-up, profite de les copains qui se font descendre. Je suis blessé, mais je fonçais, je le fais, je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets, et puis la sage de son pied. Somme toute, ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler sur les démappants que j'ai suivis, et bientôt à nous de la belle vie. Avant tout, quand je suis sur scène, c'est pour être heureux, quoi. C'est l'heure du bonheur. Le bonheur, c'est l'heure du beau. Et je me sens plus beau que je ne suis, et les autres me disent « Tu as raison d'être beau comme ça ». Tendre l'autre jour, quand on s'embrasse l'une, pondre des poutous comme un prunier des prunes, voler dans les plumes à coups de bisous doux, doux. On ne sait pas tout ce que l'on peut apprendre d'un regard très doux, d'un sourire si tendre. C'est simple à comprendre, pourtant ça vient, l'on ne sait d'où. Quand les jours meilleurs se font attendre, la vraie solution c'est de s'entendre, l'un tout contre l'autre pour s'étendre et d'être tendre. On allait oublier de rendre l'antenne à la classe, et malheureusement fini. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h08 et 32 secondes. On est précis sur la 3. Et dans quelques secondes, justement, la météo complète de Michel Thorey. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.